Si vous ne voyez pas, c'est pas grave, hein. Impeccable, bonjour. Bonjour, oui. Bonjour, bon bah parfait. Bon alors là, c'est la première fois que ça m'arrive de démarrer un webinaire sans souci technique. C'est parfait. Alors bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, vous avez l'habitude, nous allons donc vous présenter les actualités du mois de juillet. Donc Céline Maté, responsable d'unité de prestation. Je suis en compagnie de Jennifer Garnier. Je te laisse te présenter, Donc, Jennifer. Jennifer Garnier, je suis conseillère technique thématique au service Action sociale. Et nous aurons donc en fin de webinaire l'intervention de la DPEP pour la présentation du pôle ressources handicap. Donc, Madame Raillard, je vous laisserai la main au terme de ce webinaire. Enchantée et bienvenue parmi nous. Merci. Eh bien, on va commencer. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant des webinaires. Donc, on va faire un zoom sur l'actualité réglementaire de ce mois de juillet 2025. Et notre focus du mois sera dédié à la présentation de la réforme du CMG qui entre en vigueur au 1er septembre 2025. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Le mieux, c'est de prendre la parole. Sinon, si vous ne voulez pas, vous nous posez des questions dans le fil de conversation et on y répondra de suite ou en différant la réponse si on ne sait pas vous répondre. Alors, donc ça, c'est toutes les actualités du mois de juillet. Donc, la première des actualités de ce mois de juillet, c'est qu'actuellement, il y a une enquête de satisfaction qui est réalisée auprès de nos usagers. Donc, dans le but d'améliorer la qualité de service. Donc, pour cette année, il y a 6 000 allocataires de la CAF de la Haute-Marne qui sont interrogés dans le cadre de cette enquête. Donc, l'objectif de l'enquête, c'est d'évaluer le taux de satisfaction global des usagers, mais aussi par canal. Donc, Internet, téléphone, accueil physique, courrier, courriel. En 2022, 636 allocataires relevant de la CAF de la Haute-Marne avaient répondu à l'enquête. Et 83% des allocataires du département s'étaient déclarés satisfaits des services de la CAF. Donc, cette nouvelle enquête de satisfaction allocataire, elle se déroule donc du 16 juin au 21 juillet. Elle est réalisée par l'Institut d'études Verian qui a été mandaté pour mener cette enquête et traiter les réponses en garantissant une complète confidentialité. Les informations recueillies ne sont utilisées qu'à des fins statistiques. Donc, bien évidemment, les usagers concernés ont été informés par mail et par courrier de cette enquête depuis le 16 juin. Et ils peuvent également refuser à participer à cette enquête. Donc, en fait, c'est un questionnaire en ligne via un QR code ou un lien Internet. Donc, quelles sont en fait les questions qui sont posées dans ce questionnaire de satisfaction? Donc, il y a plusieurs axes. Les contacts avec la CAF, l'opinion globale des services de la CAF, les consultations du site caf.fr et des envois annuels à la CAF, les consultations de l'application mobile, les échanges téléphoniques, les échanges de courrier, les déplacements dans un accueil et la constitution du dossier. Donc, dès le début, l'usager est averti que la durée moyenne de complétude, c'est de 7 minutes et la date de renseignement est fixée au 21 juillet. En l'absence de réponse par Internet, l'usager sera relancé par SMS. Donc, concernant l'allocation de rentrée scolaire, donc, comme chaque année, pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire pour les enfants scolarisés, donc l'ARS, c'est de 6 à 18 ans, mais pour les enfants scolarisés de 16 à 18 ans, il y a l'obligation de déclarer en ligne que l'enfant est toujours scolarisé. Donc, en 2024, 6 500 familles du département bénéficiaient de l'ARS. Donc, pour cette année, comme d'habitude, de 6 à 16 ans, ça ne change pas, le versement de l'ARS est automatique, il n'y a aucune démarche à réaliser. C'est pour les enfants de 16 à 18 ans que les parents doivent attester qu'ils soient scolarisés. Donc, j'insiste, cette démarche est à faire uniquement en ligne sur caf.fr ou via l'application mobile. Pas besoin de fournir une pièce justificative, à savoir un certificat de scolarité. Donc, la téléprocédure, elle est ouverte depuis le 6 juillet. Elle permet juste aux parents de confirmer que leur enfant âgé de 16 à 18 ans est toujours scolarisé à la rentrée de septembre. Donc, afin de favoriser le versement de cette prestation, l'allocataire doit renseigner obligatoirement les coordonnées de l'établissement scolaire, le nom et l'adresse. Donc là, l'important, c'est que les parents réalisent bien cette démarche en ligne dès le mois de juillet pour permettre le versement de l'ARS à la date fixée cette année, qui est le versement, il est prévu le 18 août. Parce que bien évidemment, s'ils font la démarche après le 18 août, ils auront le paiement de l'ARS, mais pas pour le 18 août. Pour les familles qui ne seraient pas encore allocataires et qui voudraient demander l'allocation de rentrée scolaire, le formulaire de déclaration de situation, il est téléchargeable sur caf.fr.
Je vous le reprécise, mais vous savez que les barèmes de l'allocation de rentrée scolaire dépendent également de l'âge de l'enfant. Autre ouverture prochaine de télédéclaration, c'est déjà l'ouverture prochaine de la téléprocédure bailleur, donc d'ici mi-juillet. Et l'objectif, comme chaque année, c'est de récupérer le montant des loyers du mois de juillet pour le recalcul des droits à l'aide au logement à compter du 1er janvier 2026. Si la déclaration n'est pas faite, l'aide au logement des locataires ne pourra pas être calculée et sera donc suspendue. Donc, d'ici le 15 juillet, les bailleurs vont recevoir leur identifiant de connexion. Donc, ils doivent déclarer le montant du loyer de juillet 2025, mais également, s'il y a eu des changements de situation dans leur locataire, ils doivent également le déclarer. Logiquement, ils sont censés le déclarer au fil de l'eau via leur espace bailleur. Donc, il faut savoir, comme chaque année, donc un accompagnement des bailleurs est mis en place. Il y aura un webinaire de présentation de la téléprocédure donc, aux bailleurs. Et il y aura également la possibilité pour les bailleurs de prendre des rendez-vous pour les aider à la réalisation de démarches. Également, donc, comme chaque année, pour les étudiants, s'ils changent de logement, il faudra bien qu'ils pensent à réaliser leur demande d'aide au logement en ligne. En effet, donc pour les jeunes qui accèdent à un nouveau logement à leur entrée, plusieurs démarches sont à réaliser. Tout d'abord, déclarer immédiatement le changement d'adresse. Dans l'espace personnel Mon compte, rubrique déclarer un changement. Et bien évidemment, faire une nouvelle d'aide au logement. L'étude du droit à l'aide au logement n'est pas automatique en cas de déménagement. Donc pareil, la demande doit être faite en ligne sur le caf.fr. Donc, également, si la locataire change de département, le dossier de la locataire est transféré directement dans la nouvelle CAF en cas de changement de département. Et ce qui est pratique pour la locataire, c'est que même s'il change de département, ses identifiants de connexion à CAF.fr restent les mêmes. Donc, 3 étapes pour l'aide au logement. Donc, la première des étapes, c'est la réalisation de la simulation en ligne. Ça permet notamment de connaître le budget que l'enfant pourra allouer au loyer. Ensuite, faire la demande d'aide au logement en ligne. Et si l'étudiant n'était pas encore allocataire à son propre titre, le fait de réaliser la demande d'aide au logement en ligne sur CAF.fr, ça va lui permettre d'activer son espace personnel, Mon compte, dans CAF.fr. Donc, en fait, une fois qu'il aura réalisé la demande d'aide au logement en ligne, un numéro d'allocataire va lui être attribué et communiqué. Et ensuite, à partir de Mon compte en ligne, il sera possible d'échanger par mail avec nos services et d'envoyer les documents en pièce jointe lorsqu'ils seront réclamés. Donc, en fait, c'est d'en joindre un document dans l'espace personnel sur CAF.fr. Alors, il faut savoir qu'à la CAF de la Haute-Marne, dans nos pages locales du CAF.fr, donc sur le site de la CAF de la Haute-Marne, on a dédié une page spécifique pour les jeunes qui s'appelle #AideAusJeunesHaute-Marne. Et quand vous cliquez sur cette page, en fait, vous avez plein de petites vidéos utilisées avec des termes simples, avec des termes de jeunes, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est la différence entre un couple ou une colocation, comment bien faire ma demande d'aide au logement, etc. Et sur cette page également, il y a une foire aux questions, qui permettent de répondre à toutes les questions que les jeunes peuvent se poser. Alors, également, pour les étudiants qui auraient déjà un droit à l'aide au logement, là, actuellement, ils doivent déclarer à la CAF, via leur espace sur CAF.fr, s'ils conservent le logement pendant l'été ou pas. Pourquoi ? Parce que s'ils conservent le logement pendant l'été, on va continuer à leur verser l'aide au logement. Par contre, s'ils ne conservent pas le logement pendant l'été et qu'ils le reprennent au mois de septembre, nous, on va interrompre le versement d'aide au logement pour juillet et août. Par contre, le reprendre dès le mois de septembre, sans que l'étudiant ait besoin de faire une nouvelle demande d'aide au logement. Donc là, actuellement, la campagne ça s'appelle de conservation du logement étudiant, est en cours. Donc, en fait, pour tous les étudiants qui auraient un droit à l'aide au logement, ils reçoivent une alerte sur leur compte personnel CAF.fr où ils doivent nous confirmer s'ils gardent le logement ou pas pendant l'été, tout simplement. Bon, en Haute-Marne, on n'a pas tant que ça des étudiants. Alors, également, en termes de prime d'activité, nous avons réalisé une campagne d'accès au droit. Donc, cette campagne a été lancée le 16 juin. Nous avons contacté par mail et SMS des allocataires identifiés comme bénéficiaires potentiels. Donc, en fait, c'est des allocataires qui bénéficient de prestations à la CAF, mais qui n'ont pas encore de prime d'activité.
Et maintenant, grâce à l'échange de ressources automatisées avec nos partenaires, par le biais de requêtes, on peut détecter maintenant des allocataires qui ont un droit potentiel à la prime d'activité compte tenu des revenus qui nous sont déclarés via le DRM, le dispositif de ressources mensualisées, par nos partenaires. Et en fait, grâce à cela, on a détecté des allocataires qui potentiellement pourraient prétendre à la prime d'activité, mais qui n'ont jamais fait une demande. C'est pour ça qu'on a lancé cette campagne proactive en les incitant par mail ou par SMS à réaliser une simulation de prime d'activité en ligne. Alors, également un petit rappel comme chaque été sur les aides versées par la CAF en matière de BAFA et de BAFD. Donc, dans le cadre de son règlement intérieur d'action sociale et familiale, la CAF propose une aide au BAFA et BAFD. Donc, l'objectif de cette aide, c'est favoriser la formation des jeunes en fonction d'animateurs et de directeurs dans un centre de vacances et de loisirs, permettant ainsi de contribuer à la qualité de l'encadrement. Donc, il y a l'aide nationale, donc, qui a été doublée à l'été 2023, qui est la même là en 2025, elle est à 200 €. Et ensuite, on a l'aide locale versée par la CAF de la Haute-Marne. Donc, elle est de 450 € pour le BAFA et de 550 € pour le BAFA directeur, BAFD. Donc, pour en bénéficier, le formulaire est téléchargeable en ligne. Alors, un petit rappel également sur la JPA, l'allocation journalière aux proches aidants, même si on vous avait déjà fait un point en début d'année, parce que la législation a un peu changé en début d'année. Donc déjà, la JPA, l'objectif, c'est d'aider un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Et en fait, pour en bénéficier, il faut être en activité professionnelle, puisque l'objectif de la JPA, c'est de compenser la diminution de revenus liée à des absences ponctuelles dans l'activité professionnelle. L'objectif de cette aide, c'est de se consacrer à l'accompagnement d'un proche. Donc, et c'est là la nouveauté. L'usager dispose de 66 jours. Jusqu'au 31 décembre 2024, c'était 66 jours pour toute sa carrière, par personne aidée. Et la nouveauté depuis le 1er janvier, c'est que du coup, maintenant, le bénéficiaire peut bénéficier de 66 jours, mais dans la limite de 4 personnes aidées tout au long de sa carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'il pourra bénéficier de 66 jours, par exemple, pour aider son papa, 66 jours pour aider sa maman et 66 jours aussi pour aider sa voisine, puisque, en fait, il n'y a pas de conditions de lien de parenté. Il y a des conditions liées au handicap ou à la perte d'autonomie de la personne aidée, mais pas de conditions de lien de parenté. Donc ça, c'est la nouveauté, parce qu'effectivement, 66 jours tout au long d'une carrière professionnelle, ça ne me faisait pas beaucoup. Donc, le montant de la JPA, c'est un montant journalier, il est de 65,80 € par journée. Donc, pour bénéficier de cette aide, l'allocataire doit résider en France. Et en fait, la seule condition par rapport de lien avec la personne aidée, c'est entretenir des liens étroits et stables avec la personne aidée. Mais ça, en fait, nous, on ne vérifie pas. C'est une attestation sur l'honneur qui figure dans la demande. Il faut également, bien évidemment, insister dans les actes et activités de la vie quotidienne de manière régulière et fréquente, et ce, à titre non professionnel. Et effectivement, il faut réduire ou cesser son activité. Par contre, les conditions relatives à la personne aidée sont relativement strictes, parce que soit il faut avoir un taux d'incapacité reconnu par la CDAPH avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%, ou être une personne âgée de plus de 60 ans diagnostiquée en GIR, donc groupe ISO ressources, entre 1 à 4, ou alors être bénéficiaire de la majoration pour être constante d'une tierce personne adossée à une pension d'invalidité en accident de travail ou maladie professionnelle. Donc voilà, les conditions vraiment pour la personne aidée sont relativement strictes. Donc la demande d'AJPA peut être réalisée en ligne dans mon compte, rubrique 6 minutes demander une prestation. Et en fait, vu qu'on paie la prestation en fonction du nombre de jours non travaillés, donc de nombre de jours de congé de proche aidant pris, en fait, tous les mois, le bénéficiaire d'AJPA recevra une attestation à faire compléter par son employeur qui atteste du nombre de jours pris dans le cadre de ce congé de proche aidant. Les prochains rendez-vous de la CAF. Donc, comme tous les débuts de mois, le prochain webinaire partenaire qui aura lieu le 4 août, avec un focus sur les démarches liées à la rentrée. Et il y a l'atelier Café Parents, être parent par 11 ans, qui aura lieu jeudi 18 septembre à 14 h à l'UDAF de Saint-Dizier. Alors, cette année, nous fêtons les 80 ans de la sécurité sociale.
Donc, depuis sa création en 1945, le système de sécurité sociale a été pensé afin de permettre à la société et à l'ensemble de celles et ceux qui la constituent de faire face aux incertitudes du lendemain. Au cœur du quotidien des Français et des grands équilibres du pays, avec un budget supérieur à celui de l'État, la sécurité sociale constitue un élément clé du pacte républicain, solidaire, protectrice et universelle et amortisseur des crises. Donc en fait, à cette occasion, différents événements sont prévus au niveau local. Donc, il y a eu une journée découverte au sein de notre organisme des métiers de la CAF le 23 juin. Il va y avoir un concours à destination des jeunes solidaires et citoyens qui les invite à réfléchir sur les finalités de la sécurité sociale dans le cadre d'une production artistique commune. Il va y avoir donc une photo du personnel des organismes de sécurité sociale du département, il me semble que c'est au mois de septembre, et une rencontre partenariale le 3 octobre. Donc, on va poursuivre sur un rapide guide sur le site monenfant.fr. Donc, pour rappel, le site Mon Enfant a été créé en 2009. Donc, les objectifs de ce site sont multiples. Il vise à aider les nouveaux parents à se renseigner sur la parentalité et la petite enfance. Également de faire connaître les différents modes d'accueil et les démarches autour de la petite enfance et donner de la visibilité aux professionnels de garde d'enfants et aux autres structures. Donc, l'objectif de la Caisse nationale, c'est de faire de ce site le portail public de référence, donc qui centralise les informations, les services et les outils utiles aux parents, aux futurs parents et aux professionnels de la petite enfance et de l'enfance. Donc, ce site s'adresse aux familles, donc pour les accompagner à chaque étape de leur vie de famille, donc au niveau de la grossesse, de la naissance, au niveau de la recherche d'un mode de garde, autour de la scolarité, des loisirs ou encore par rapport au soutien à la parentalité. Donc, ce site, depuis 2009, a beaucoup évolué et donc maintenant, une navigation intuitive est possible, ce qui permet d'accéder à des contenus plus clairs. Donc, les usagers trouvent rapidement des réponses à leurs questions et peuvent effectuer certaines démarches en ligne, notamment avec des simulateurs. Donc, il y a également un moteur de recherche, donc avec une géolocalisation, des solutions d'accueil du jeune enfant, donc pour permettre aux familles de consulter les offres et les disponibilités autour de chez eux. Ce site s'adresse aussi aux professionnels, donc c'est un outil qui vise à accompagner les partenaires pour leur donner davantage de visibilité. Donc, les professionnels et les partenaires peuvent valoriser leurs services, mettre à jour les informations qu'ils renseignent et renforcer ainsi la visibilité de chaque offre auprès des familles. Donc, on invite à tous les partenaires qui travaillent dans la petite enfance ou dans la parentalité de référencer leur structure. Donc, si ce n'est pas encore fait, on vous demande de nous contacter pour apparaître dans l'annuaire du site monenfant.fr. Les partenaires peuvent mettre à jour vos données. Donc, une information à jour, c'est la meilleure orientation pour les familles. Donc, on vise à donner une information de qualité et une information fiable. Et on vous demande aussi de faire connaître le site Mon Enfant, donc dans vos communications, de relayer cette information dans vos accueils et dans vos événements. Donc, pour rappel, le site monenfant.fr s'adresse aux parents qui sont les premiers utilisateurs du site. Donc, ça leur permet de se renseigner autour de la petite enfance, donc grâce à des informations thématiques. Également de trouver un mode d'accueil pour son enfant grâce à la recherche géolocalisée, mais également grâce aux disponibilités sur les structures d'accueil, donc que ce soit de l'accueil collectif ou individuel, et également être mis en relation avec un conseiller grâce aux animateurs des relais petite enfance. Pour les professionnels, donc le site monenfant.fr, c'est une plateforme de référencement. Donc, comme je l'ai évoqué précédemment, le parent peut se renseigner sur la structure. Donc, le but, c'est de se référencer en tant que professionnel, d'être référencé sur un site national et d'être mis en relation avec les parents. Et pour finir, pour les partenaires, c'est un outil de mise en relation avec les parents. Voilà. Donc, ce qui permet d'accéder aux demandes d'information envoyées par les parents sur les lieux d'information habilités, donc comme je vous l'ai dit, les relais petite enfance, et de faciliter ainsi la prise de contact avec les parents.
Donc, pour votre bonne information, cette slide devait être supprimée parce que la date limite de participation est terminée. Donc, le site monenfant.fr est en permanente évolution. Donc, il y a eu un chantier, il y a un chantier de refonte qui est lancé par notre caisse nationale, donc pour faire de Mon Enfant le site national de référence en matière de mode de garde. Donc, les partenaires et les utilisateurs du site ont été sollicités pour répondre à un rapide questionnaire et on leur a également demandé de diffuser ce questionnaire aux parents des enfants qui fréquentent leur structure. Donc, pour faire un site, pour améliorer le site, pour mieux répondre aux besoins des partenaires, des professionnels et des parents. Merci, Lydie. Alors, du coup, moi, je vais enchaîner avec la réforme du complément libre choix de mode de garde qui va intervenir en plusieurs étapes. Donc, la plus grosse étape au 1er septembre et la dernière brique de la réforme au 1er décembre. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, à compter de septembre, le complément libre choix de mode de garde, donc qui aide à financer l'emploi soit d'une assistante maternelle ou d'une garde à domicile, évolue pour mieux répondre aux besoins d'accueil des familles et s'adapter à leur situation. Donc, en fait, il y a 3 grosses mesures phares de cette réforme. Donc, la première mesure qui intervient en 1er septembre, c'est vraiment la modification. Donc, la première mesure qui intervient, c'est la modification du mode de calcul, parce qu'actuellement, en fait, le CMG, c'est des montants forfaitaires en fonction de l'âge des enfants et des ressources. Que là, clairement, l'objectif, mais je vais le développer plus tard, c'est de se coller sur le mode de calcul de la prestation de service unique. Deuxième partie de cette réforme, c'est l'extension du recours au CMG jusqu'aux 12 ans de l'enfant pour les familles monoparentales. Et ensuite, la troisième mesure qui intervient celle-ci au 1er décembre 2025, c'est la possibilité pour chaque parent de bénéficier du CMG en cas de résidence alternée. Donc là, vous avez un petit schéma qui il n'est pas très lisible, mais en fait qui vous reprend les 3 volets que je viens de vous énumérer du CMG. Donc le volet modification du mode de calcul, le volet numéro 2, l'extension pour les familles monoparentales du CMG jusqu'aux 12 ans de l'enfant, puisque je vous rappelle, normalement, le CMG, c'est jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Et le volet numéro 3, la possibilité pour chaque enfant pour chaque parent d'enfant en résidence alternée de bénéficier à son propre titre du complément libre choix de mode de garde. Donc, ces 3 évolutions s'inscrivent dans le cadre du déploiement du service public de la petite enfance. En effet, cette réforme vise à rapprocher la logique de calcul du CMG emploi direct de celle appliquée aux accueils dans les crèches financées par la prestation de service unique. Cette réforme, elle répond à l'objectif de soutien de l'accueil individuel et d'accès réel à tous les enfants au mode d'accueil. Les 2 autres mesures, donc l'extension jusqu'aux 12 ans pour les familles monoparentales et la possibilité de bénéficier du CMG en cas de résidence alternée, elles permettent à développer l'offre pour l'ensemble des familles. Donc, vraiment, la modification du calcul, elle a pour objectif de réduire les restes à charge pour les familles avec des faibles ressources et pour celles ayant recours à un nombre d'heures d'accueil important. Effectivement, là, vu qu'on est sur un mode, c'est des montants forfaitaires, en fait, en fonction, comme je vous l'ai dit, de l'âge de l'enfant et de vos ressources. Peu importe le montant que vous allez verser à votre nounou ou votre garde à domicile, vous aurez un montant forfaitaire. Que là, en fait, la nouvelle réforme, vraiment, c'est, on se dit, on calcule un reste à charge à la famille qui est fonction de différents critères, du salaire de la nounou, des revenus des parents, de l'âge de l'enfant, etc. Et en fait, le CMG, ce sera la différence entre le coût réel du mode de garde moins le reste à charge qu'on aura calculé. Donc, l'objectif, vraiment, c'est de renforcer l'équité entre les familles, à mieux prendre en compte les nouvelles configurations familiales, la résidence alternée, la monoparentalité, et à rapprocher les conditions d'accès de soutien financier entre les différents modes de garde. Donc, effectivement, les conditions actuelles du versement du CMG entraînent en effet des inégalités de recours aux différents modes de garde. Parce que c'est vrai que déjà, actuellement, en plus que ce soit des montants forfaitaires, il y a aussi la condition de reste à charge de 15% pour les familles. Et ça peut conduire à des effets d'évitement des ménages les plus modestes qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour couvrir cette dépense et peuvent donc être contraints de renoncer à ce mode de garde. Effectivement, comme je viens de vous le dire, le plafonnement de l'aide conduit par ailleurs à un important reste à charge. L'aide étant forfaitaire,
le montant du reste à charge est identique pour tous les revenus de la tranche au sein d'une même tranche de CMG. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif de la réforme, vraiment adapter le montant de l'aide à la situation financière réelle de la famille. Alors, c'est le terme savant de ce nouveau calcul du CMG, ça s'appelle la linéarisation du CMG. Donc, le CMG rémunération change donc de logique de calcul, je pense que vous l'aurez compris, en passant d'un système forfaitaire à un modèle fondé sur une logique de participation proportionnelle des familles. Le montant du CMG sera calculé en prenant en compte les éléments suivants, les ressources mensuelles de la famille, le nombre d'enfants à charge, le coût horaire de la garde, le coût total mensuel de la garde, et le taux d'effort horaire qui est fonction du nombre d'enfants à charge. Et le taux d'effort horaire est défini également par barème. Il s'agit donc dorénavant d'un calcul horaire et linéaire du CMG, alors qu'il est actuellement forfaitaire et plafonné. Donc là, les parents, actuellement, il y a un simulateur qui est disponible sur le site de l'URSSAF. Alors, je me permets une petite... si les parents ont des questions par rapport au calcul du CMG, donc nous, on verse le CMG, enfin, on étudie les conditions générales d'ouverture de droit, mais vraiment, c'est l'URSSAF, page emploi, qui est responsable du calcul du CMG et du versement. Donc, en fait, si les allocataires ont une question par rapport au calcul du CMG, nous, on va les rediriger vers page emploi. En fait, ce n'est pas nous qui pourront leur expliquer le calcul du CMG, tout simplement parce qu'on n'aura pas toutes les informations, tout ce qui va être taux horaire de la garde, etc. Nous, on ne l'a pas en possession parce que ça, les infos, elles sont sur le volet social et le volet social, il est déclaré à page emploi. Donc, donc la réforme, elle prend effet au 1er septembre 2025. Donc, pour ceux qui sont déjà actuellement bénéficiaires du CMG, ils basculeront automatiquement dès le mois de septembre dans la réforme. Ils n'ont aucune démarche à réaliser. Le CMG pourra soit augmenter, soit diminuer. À savoir que pour les personnes qui verraient leurs droits diminuer, il y a un dispositif transitoire qui est mis en place. Donc, en fait, les personnes en plus du CMG pourront bénéficier d'un complément transitoire afin qu'ils bénéficient d'un maintien de leurs droits. Alors, le mode de calcul est très complexe, qui ne sera pas non plus expliqué par la CAF aux usagers, mais c'est bien Page Emploi qui va calculer ce complément transitoire. Et il y a également un simulateur sur le site de l'URSSAF du complément transitoire. Parce qu'en fait, il va être attribué sous conditions de ressources, de conditions d'un volume horaire de garde. Mais ce volume horaire de garde, en fait, il est étudié sur un trimestre de référence qui est mars, avril, mai 2025. Il faut également la condition d'avoir bénéficié d'un droit au CMG sur au moins 2 mois au cours du fameux trimestre de référence mars, avril, mai 2025. Donc vraiment, j'insiste, le calcul du CMG, le calcul du complément transitoire, les simulateurs sont en ligne. Et vraiment, si la famille a une question, on les orientera vers Page Emploi. Donc vraiment, les principales nouveautés à retenir, c'est que le reste à charge pour la famille sera calculé selon les ressources de la famille, le coût horaire du mode d'accueil, le nombre d'enfants à charge et le nombre d'heures dans le mois. Il n'y a plus de limite pour le montant du CMG, comme actuellement, vu que c'est un montant forfaitaire, il y a une limite. Donc là, vraiment, chaque heure d'accueil est prise en compte dans le calcul et en partie financée. Les plafonds forfaitaires mensuels qui fixaient le montant maximum de l'aide sont donc supprimés. Et le mode de calcul est désormais le même, quel que soit l'âge de l'enfant. Actuellement, on a une distinction tranche d'âge 0-3 ans, 3-6 ans. Ça disparaît. On prend vraiment le coût réel de la garde, peu importe l'âge de l'enfant. Et également, l'obligation d'un minimum de 15% du coût de la garde à charge est supprimée. Donc, pour les familles les plus modestes, il n'y aura plus forcément de reste à charge. Donc, deuxième volet de la réforme, c'est l'extension du CMG jusqu'aux 12 ans de l'enfant pour les familles monoparentales. Donc, pour les familles monoparentales qui ont un besoin d'accueil, pour un enfant de plus de 6 ans et de moins de 12 ans, elles pourront bénéficier pour cet enfant du CMG emploi direct. Donc, le même calcul s'appliquera que pour les enfants de 0 à 6 ans. En fait, vu qu'on ne prend plus en compte l'âge de l'enfant, le calcul sera le même en fonction des ressources de la famille et du coût réel de la garde. Donc, cette évolution a pour objectif de permettre aux familles monoparentales de couvrir les besoins d'accueil, notamment sur les temps extrascolaires. Si la famille était déjà bénéficiaire avant les 6 ans de l'enfant, il n'y a aucune démarche à faire. Le CMG continuera d'être versé. Dans le cas contraire, bien évidemment, il faudra réaliser une demande.
Troisième volet de cette réforme, donc, qui lui n'interviendra qu'à compter du 1er décembre, c'est le bénéfice du complément libre choix de mode de garde pour les parents séparés en cas de résidence alternée. Actuellement, le complément libre choix de mode de garde, c'est celui qui est allocataire toute PF, toute prestation familiale pour les enfants. En effet, il y a quand même 14% des mineurs dont les parents sont séparés qui vivent en garde alternée. Cette modalité, en plus, se développe. Il sera donc possible, à compter du mois de décembre, pour les 2 parents de bénéficier du CMG selon son besoin. Le fait que, par exemple, madame utilise des droits au CMG n'aura aucun impact sur les droits au CMG de monsieur. Chacun aura droit au CMG en fonction du nombre d'heures de garde auxquelles il recourt. Si la famille bénéficie des allocations familiales, donc en termes de résidence alternée, les allocations familiales peuvent être partagées entre le papa et la maman. Donc, dans le cas où il y a bénéfice des allocations familiales, donc au moins 2 enfants à charge, pour pouvoir bénéficier du CMG chacun de leur côté, il faudra obligatoirement qu'il y ait mis en place le partage des allocations familiales. Pour les familles qui ne bénéficieraient pas des allocations familiales, ça veut dire une famille avec un seul enfant, là, il n'y a pas de souci. On étudiera le droit au CMG juste sur la base de la demande de CMG. Alors là, vraiment, cette réforme, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ça concerne que l'emploi direct, donc le recours à une assistante maternelle ou à une garde à domicile. Ça veut dire que la réforme sur le CMG structure, il n'y a pas de réforme en fait sur le CMG structure. Ce sera toujours des montants forfaitaires comme actuellement. Le seul impact qu'il y a sur le CMG structure, c'est que la condition d'un minimum d'heures de garde, à savoir 16 heures au cours du mois, elle est supprimée. Donc, en fait, pour le CMG structure, vous recourez 2 heures par mois à une structure, vous aurez quand même le droit. Par contre, le mode de calcul n'est pas modifié avec la réforme. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, le simulateur du droit au CMG, mais également du complément transitoire est disponible sur le site du l'URSSAF pour aider les familles à estimer le montant du CMG et la dépense qui restera à charge. Il y a également donc une foire aux questions qui est mise à disposition sur notre site pour répondre aux principales interrogations des familles. Et il y a bien évidemment toute une campagne d'accompagnement qui a été mise en place. Donc, sur le site caf.fr et monenfant.fr, il y a un article dédié sur la réforme du complément libre choix du mode de garde accompagné d'une vidéo. Donc, des communications ciblées à destination des bénéficiaires actuels du CMG ont été réalisées par mail et SMS depuis le 19 juin. Il y a eu également un webinaire organisé par le National, donc le 25 juin. La téléprocédure de demande de CMG est modifiée et sur le site caf.fr, les parcours interactifs arrivée de l'enfant et séparation ont été adaptés avec une foire aux questions qui reprend les principales questions posées par les usagers. Pour les partenaires, des premières informations ont été communiquées lors des derniers webinaires prestations partenaires. Le 30 avril, un webinaire a également été réalisé à destination des professionnels de la petite enfance et des RPE. Voilà. Un Zoom a également été proposé lors d'un webinaire local le 24 juin. Un flash info dédié à la réforme a également été envoyé à nos partenaires. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je ne vous laisse la main, Madame Rayer? Il n'y en a pas dans le fil de conversation. Donc, c'est à vous, Madame Rayer. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Marie Raillard, je suis coordinatrice du pôle ressources handicap qui est géré par la DPEP 52. Donc, c'est l'association départementale des pupilles de l'enseignement public en Haute-Marne. Du coup, donc voilà, le pôle ressources handicap, il a une visée départementale avec une convention d'objectifs et de gestion de 2023-2027. Et l'objectif, c'est globalement de renforcer l'accessibilité d'enfants ayant des besoins spécifiques au sein des structures d'accueil hors temps scolaire. Voilà. On peut passer sur l'autre. Ça, du coup, c'était vos diapos. Il fait partie, le pôle ressources handicap, des objectifs du schéma départemental des services aux familles de 2020-2026. Et la branche famille donc, soutient le déploiement des pôles ressources handicap.
Et son action permet de réaffirmer les obligations qui s'imposent aux gestionnaires en matière d'inclusion, d'apporter un conseil et un accompagnement à l'adaptation du projet d'accueil et de donner une lisibilité sur les moyens humains et financiers mobilisables pour les structures. Du coup, donc le pôle, on va dire, il a 4 missions prioritaires. Donc pour situer un petit peu et contextualiser, pour, la DPEP 52, moi, du coup, je me situe principalement au siège de la DPEP qui est situé à Chaumont, 15 avenue Jean Mermoz. Et donc j'interviens sur tout le département, et potentiellement au plus près des familles selon les besoins, en pouvant, intervenir, dans des lieux qui peuvent être mis à disposition, sur tout le département. Je peux aussi éventuellement me rendre au domicile des familles si c'est nécessaire. Donc le pôle ressources handicap, il vise les enfants de 0 à 17 ans ayant des besoins spécifiques, et donc avec un besoin d'accueil sur tout ce qui va être hors temps scolaire, donc les établissements d'accueil du jeune enfant, les accueils, les accueils de loisirs, les temps périscolaires, principalement. Du coup, pour, expliquer un petit peu ces 4 volets, donc le premier volet, c'est surtout à viser donc des familles. Heu, du coup, l'objectif, c'est de pouvoir être sollicité par les familles qui auraient un besoin d'accueil, soit parce qu'elles font face à des refus, soit parce qu'elles sont en difficulté, qu'elles ne savent pas comment s'y prendre et qu'elles souhaitent être accompagnées. Donc la famille peut directement prendre contact avec moi par téléphone ou par mail ou voilà pour une rencontre. L'objectif, c'est que je puisse recenser les besoins de la famille et de l'enfant, et puis, prendre contact avec les différents acteurs pouvant graviter autour de l'enfant, si par exemple il y a un accompagnement en hôpital de jour, ou s'il est accompagné par le CMPP, des choses comme ça. Donc que je puisse faire le lien, et puis après donc je prends contact avec, des lieux d'accueil pouvant répondre aux besoins de la famille et l'objectif, c'est de co-construire ensemble, donc de pouvoir organiser les rencontres, famille, lieux d'accueil et d'accompagner, les 2 parties dans la mise en route de l'accueil. Donc moi, je peux animer les rencontres, participer aux rendez-vous, et aussi aller à la recherche de solutions potentiellement quand, l'accueil va nécessiter peut-être une personne en plus, dans l'équipe de professionnels ou des aides au niveau de l'aménagement du lieu ou voilà, ce genre de choses. L'objectif, c'est aussi que je puisse orienter les familles selon leurs besoins. Par exemple, des parents qui pourraient être en difficulté, en demande, au sujet de l'acceptation du handicap de leur enfant. Moi, je peux les réorienter peut-être, vers la médiation familiale de l'UDAF ou de ce genre de choses. Et je peux aussi, être présente ponctuellement sur le lieu d'accueil. Par exemple, je pense au premier jour d'accueil de l'enfant. Si la famille, la structure, s'ils ressentent le besoin d'être rassurés par la présence de quelqu'un, voilà, ce jour-là, je peux me déplacer, mais ça reste très ponctuel. Je ne remplace pas une personne tout au long de l'accueil, de l'enfant. Donc sur le volet 2, c'est plus l'aspect, accompagnement des structures et des professionnels. En fait, les structures peuvent me contacter si, elles accueillent déjà un enfant ayant des besoins spécifiques et qu'elles se trouvent en difficulté, qu'elles souhaitent avoir des éléments et être accompagnées dans cet accueil-là. Ou si elles reçoivent une demande, pour l'accueil d'un enfant et qu'elles souhaitent être accompagnées dans la mise en place de l'accueil aussi. Et donc, la structure, pareil, peut me contacter directement par mail, téléphone ou voilà, pour qu'on puisse organiser, soit un échange téléphonique, soit directement une rencontre. Et l'objectif, c'est qu'on puisse, rassurer les professionnels, être à leur écoute au niveau de leurs besoins en mettant en place des temps de sensibilisation, soit larges s'il y a pas une demande particulière, mais dans le cadre d'un accueil spécifique, ça peut être aussi plus précis, sur un type de handicap particulier. Heu, donc le but, c'est d'évaluer avec les professionnels les besoins, par rapport à l'accueil et puis pareil, d'aller à la recherche de solutions s'il y a des choses qui font frein
et éventuellement de co-créer des outils qui peuvent servir, par exemple, un projet d'accueil qui puisse être utilisé par les professionnels de la structure. Et l'objectif, c'est de faciliter les liens avec notamment les milieux plus spécialisés. Comme je disais tout à l'heure, si l'enfant est suivi par le CAMS, l'hôpital de jour, de pouvoir être un peu tiers et de pouvoir faciliter le lien et de faire gagner du temps aussi aux structures sur ce point-là. Et accompagner dans les demandes lorsqu'il y a besoin de financement particulier, que je puisse moi solliciter les organismes si besoin. Et donc l'objectif, c'est que même une structure qui n'accueille pas forcément puisse nous solliciter si elle souhaite être sensibilisée pour se préparer à des potentiels accueils ou même pour qu'on puisse venir sensibiliser éventuellement les publics accueillis. Nous, donc, on a au sein de la DPEP des professionnels qui sont formés aux troubles 10, qui sont formés au niveau des handicaps visuels, auditifs aussi. Donc en interne, on peut solliciter des personnes. Et puis l'objectif, c'est de créer du lien avec, je pense par exemple à APF France Handicap ou demander à la PCO d'intervenir aussi sur d'autres thèmes. Voilà, c'est de pouvoir créer ça en fonction des besoins et des interventions. Et donc, on va aussi, donc, plus sur le volet 3, non, plus sur le volet 4 pour le coup, et ça, ce sera aussi à destination des structures. On va se doter de malles pédagogiques avec des outils qui pourront permettre aux structures de tenter voilà, des choses avec les enfants. Ils pourront emprunter ces outils-là pour voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Et puis après, du coup, s'ils le souhaitent, pourront se les procurer. Et l'objectif, c'est aussi de partager des ressources avec les structures. Pareil, c'est plus dans le volet 4, j'y reviendrai avec le site de la DPEP 52. Du coup, au niveau du volet 2 et 3, c'est un petit peu sur les deux, l'objectif, c'est de créer une dynamique de partage et d'entraide autour de l'inclusion et des pratiques professionnelles. Et du coup, pour ça, voilà, nous, on peut aider les structures avec des temps un peu type analyse de pratiques professionnelles où on peut échanger sur des situations qui vont poser question ou qui mettent en difficulté l'équipe. De peut-être pouvoir créer aussi des temps communs entre les structures pour favoriser un petit peu les échanges, on va dire, de bonnes pratiques, en tout cas de choses qui fonctionnent lors des accueils d'enfants ayant des besoins spécifiques. On sait qu'il y a des structures qui ont tenté des choses et des choses qui fonctionnent bien, donc le partager, ça peut être intéressant. Comme je disais, donc faciliter l'échange entre le milieu ordinaire et puis le milieu spécialisé. Et puis de pouvoir évaluer, répondre aux besoins des structures, notamment en formation, information, sensibilisation. Donc pour ça, il y a tout un travail qui se fait pour connaître les besoins par rapport à ça. Et donc plus particulièrement sur le volet 3, l'animation du réseau départemental, l'objectif, c'est que je puisse intervenir lors des événements locaux, par exemple type forum. Je sais que là, au mois d'octobre, il y a un événement sur les troubles 10 qui s'organise sur Saint-Dizier. Donc, par exemple, ça peut être voilà, des temps comme ça où je peux être présente. Et puis, c'est aussi donc faire des orientations réciproques, c'est-à-dire que le pôle ressources, il a vraiment besoin de travailler en partenariat avec toutes les structures en lien sur le territoire. Donc voilà, ça va aller dans les deux sens. J'ai rencontré pas mal de partenaires et l'objectif, c'est qu'on puisse s'orienter des situations pour donner un maximum de réponses cohérentes aux besoins des enfants. Et du coup, plus sur le volet 4, donc voilà, les malles pédagogiques. Donc l'objectif, ce serait d'avoir une malle sensorielle, une malle de communication alternative, une malle qui concernerait les troubles 10 et une malle de sensibilisation. Donc ça, c'est en cours. Et puis, on a donc le site de la DPEP 52 sur lequel vous allez pouvoir retrouver des ressources. Donc, on va essayer de mettre à disposition des documents, des vidéos, des choses qui peuvent être vues et utilisées par les familles et les professionnels et aussi les partenaires. De pouvoir aussi éventuellement mettre des liens qui orientent vers des partenaires qui peuvent intervenir dans la situation de l'enfant.
Du coup, voilà un petit peu, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si vous aviez pu ajouter, mes contacts, ou si Mais vous les retransmettrez, est-ce que j'ai rien d'autre là? OK. Parce que du coup, donc voilà, j'ai une adresse mail, et puis un numéro de téléphone. Peut-être que vous pourrez l'ajouter. Je sais pas si vous allez transmettre le PowerPoint Si, éventuellement? Ouais? OK. Et puis donc oui, par contre ça j'avais pas, souligné, donc c'est le pôle ressources, il est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, mais il est possible d'avoir des adaptations. C'est-à-dire que s'il y a un besoin particulier, c'est déjà arrivé qu'une famille ait un rendez-vous avec un accueil de loisirs pour préparer l'accueil en fin de journée ou même un samedi, ou voilà, il y a pas de souci là-dessus, on s'adapte pour répondre aux besoins aussi. Et puis peut-être juste revenir sur, besoins spécifiques. Donc, ça prend en compte tout type de handicap, avec un handicap avéré ou en cours de diagnostic. Donc il y a pas d'obligation d'avoir une notification MDPH ou une reconnaissance du handicap pour qu'on intervienne. Voilà, je vous remercie. je vous remercie madame Ryan. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce webinaire ou autre chose? Apparemment non. Eh ben, on vous remercie de votre participation. On vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir.